J'aidai ma sœur à faire le ménage, puis j'ai ouvert son placard. La veste de mon mari. Son parfum. Ses mensonges. J'ai reconnu la veste avant même de la toucher. En laine bleu marine, faite sur mesure, avec la petite tache de goudron sur le poignet gauche là où Michel l'avait accrochée à un piquet de clôture lors de notre voyage d'anniversaire dans la vallée de la Loire, il y a 3 ans. J'avais proposé de la faire réparer, mais il avait dit qu'il l'aimait comme ça. Il disait que ça donnait du caractère à la veste. Je me souviens avoir pensé que c'était tout à fait le genre de choses que dirait Michel. Maintenant, j'étais debout dans le placard de ma sœur, tenant cette même veste, et le monde basculait sous mes pieds. J'étais monté à l'étage pour prendre des nouvelles de ma nièce Lise. Elle avait 4 ans et dormait paisiblement dans sa chambre au bout du couloir, son éléphant en peluche blotti sous son bras. Ma sœur Danielle m'avait demandé de la garder pendant qu'elle assistait à une conférence professionnelle à Lyon pour 3 jours. Elle avait dit que ce n'était rien de bien méchant. Et si je pouvais s'il vous plaît lui rendre ce service, car sa babysitter habituelle avait annulé à la dernière minute. Bien sûr, j'avais dit oui. Danielle était ma petite sœur, ma seule sœur, la personne que j'avais protégée, défendue et pour qui je m'étais sacrifié depuis le jour de sa naissance. Le visage rose et hurlant dans notre foyer chaotique. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. Je le croyais encore, même en me tenant dans son placard, la veste de mon mari pressée contre ma poitrine, l'odeur familière de son eau de Cologne s'élevant du tissu comme un fantôme. Mais j'anticipe. Laissez-moi revenir au début, à la vie que je pensais avoir, au mariage que je croyais solide, à la sœur en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque au monde. Je m'appelle René Allard. J'ai 42 ans, je suis professeur de français au lycée dans une petite ville de Normandie, marié depuis 15 ans à un homme que j'ai rencontré au mariage d'une amie et dont je suis tombé amoureuse avant même la fin de la première danse. Michel était charmant d'une manière qui vous surprenait. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil, pas agressif, juste tranquillement magnétique. Il avait cette façon de vous regarder quand vous parliez, comme si chaque mot que vous prononciez était la chose la plus intéressante qu'il ait jamais entendue. Il se souvenait des détails, votre fleur préférée, le nom de votre animal de compagnie d'enfance, la chanson qui vous avait fait pleurer aux funérailles de votre grand-mère. C'était enivrant d'être vu de cette façon. Nous nous sommes mariés moins d'1 an après notre rencontre. Tout le monde disait que nous allions trop vite, mais je m'en fichais. Quand on sait, c'est ce que je me disais, ce que je disais à ma mère, ce que je disais à quiconque haussait un sourcil devant notre romance éclair. Et pendant longtemps, j'ai eu raison. Nous avons construit une belle vie ensemble. Une maison modeste avec un jardin que j'adorais et une cuisine trop petite mais qui semblait toujours chaleureuse. 2 chats qui se toléraient. Des vacances avec nos 2 familles. Des voyages dans des endroits où aucun de nous n'était jamais allé. Des soirées tranquilles sur la terrasse à regarder le soleil se coucher. Nous n'avons jamais eu d'enfants. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Nous avons passé 5 ans et dépensé plus d'euros que je n'aime à le penser en traitement de fertilité, en spécialiste, en procédure qui me laissait couverte de bleu, pleine d'espoir et finalement vide. Lorsque la dernière tentative a échoué, nous avons fait notre deuil ensemble, nous nous sommes tenus dans le noir et avons décidé que peut-être la parentalité n'était pas pour nous. Ça, a dit Michel. C'est suffisant. C'est tout. Je l'ai cru. Je voulais si désespérément le croire. Danielle est entrée plus pleinement dans nos vies après la fin des luttes pour la fertilité. Elle avait 8 ans de moins que moi, un bébé surprise, comme l'appelait notre mère. Né alors que je rêvais déjà de l'université et de m'échapper. Nous n'avions pas été proches en grandissant. Pas vraiment. L'écart d'âge était trop grand. Nos mondes trop différents. Au moment où elle entrait en maternelle, je partais pour l'université. Mais quelque chose a changé quand elle a eu Lise. Le père n'était pas dans le tableau. Une situation compliquée impliquant un homme qui s'est avéré être marié. Une découverte que Danielle n'a faite qu'après être déjà enceinte. Elle avait envisagé ses options, décidé de garder le bébé et s'était soudainement retrouvée mère célibataire à 32 ans, sans système de soutien et sans aucune idée de ce qu'elle faisait. Je suis intervenu. Bien sûr, je suis intervenu. Je l'ai aidé à trouver un appartement, j'ai gardé le bébé pendant qu'elle terminait ses études, je lui ai prêté de l'argent quand elle était entre 2 emplois, sans jamais le lui réclamer, sans jamais tenir les comptes. J'étais là pour les premiers pas de Lise, ses premiers mots,
Sa première fête d'anniversaire dans le salon exigu de Daniel avec des guirlandes que j'avais accrochées moi-même. Être tante a comblé un vide en moi qui était resté béant trop longtemps. Lise est devenue l'enfant que je n'ai pas pu avoir. Pas la mienne exactement, mais assez proche pour apaiser la douleur. Et Daniel est devenu pour la première fois de notre vie mon ami. Nous parlions tous les jours, nous nous envoyions constamment des SMS, partagions des recettes et des recommandations de séries sur Netflix et des plaintes concernant notre mère. Elle venait dîner chez nous au moins 2 fois par mois. Lise en remorque et Michel cuisinaient ces fameuses lasagnes pendant que je mettais la table et nous prétendions tous être une famille. Je pensais que nous étions heureux. Je pensais que nous avions enfin trouvé notre rythme, nous trois. La sœur que j'avais toujours voulu, le mari que j'adorais, la nièce qui m'appelait et tatinait et grimpait sur mes genoux chaque fois qu'elle me voyait. Je n'ai pas vu les fissures. Ou peut-être que je les ai vues et que j'ai choisi de ne pas regarder de trop près. La première chose étrange s'est produite environ 6 mois avant que je ne trouve la veste. C'était un jeudi soir. Michel avait dit qu'il travaillait tard, quelque chose à propos d'une date limite de projet, un client qui avait besoin d'être rassuré, les excuses habituelles du monde de l'entreprise. J'étais seul à la maison, en train de corriger des copies quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Daniel. « Est-ce que Michel est avec toi ?» J'ai froncé les sourcils en regardant l'écran. « Non, il est au travail. » Pourquoi? Une longue pause. 3 points apparaissant, disparaissant, apparaissant à nouveau. Laisse tomber. Mauvais numéro. Mauvais numéro. Nous nous envoyons des SMS depuis des années. Comment peut-on accidentellement envoyer un SMS à sa sœur pour lui demander des nouvelles de son mari? J'ai essayé de laisser tomber. Je me suis dit qu'elle devait avoir été distraite. Avoir confondu ses messages. Avoir fait une erreur innocente. Mais quelque chose à ce sujet me tracassait. Une écharde sous la peau. Trop petite pour être extraite mais impossible à ignorer. Quand Michel est rentré ce soir-là, j'ai failli lui en parler. Presque. Mais il est entré avec un plat à emporter de mon restaurant marocain préféré, m'a embrassé sur le front et m'a demandé comment s'était passée ma journée avec un intérêt si sincère que je me suis senti stupide d'avoir même soupçonné quoi que ce soit. Qui avait-il à soupçonner de toute façon? Mon mari et ma sœur dans une relation qui allait au-delà des dîners de famille et des services de babysitting. L'idée était absurde. Je l'ai enterrée et j'ai continué ma vie. Mais l'écharde ne s'est pas dissoute. Elle s'est infectée. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais auparavant ignorées. Le téléphone de Michel, face contre la table chaque fois que Daniel était mentionné. Son intérêt soudain pour la salle de sport 3 fois par semaine, en ressortant plus mince et plus confiant que je ne l'avais vu depuis des années. La façon dont il regardait parfois son téléphone et souriait, un sourire privé, doux et secret qu'il cachait rapidement quand il me surprenait en train de le regarder. Et Daniel. Daniel, qui avait toujours été affectueuse et ouverte, a commencé à garder ses distances. Les conversations qui coulaient pendant des heures sont devenues guindées, interrompues par des regards sur son téléphone, des affirmations d'être tellement occupée ces derniers temps. Elle a cessé de passer à l'improviste, a cessé d'envoyer des SMS aussi souvent. Quand nous parlions, il y avait quelque chose de prudent dans sa voix, comme si elle pesait chaque mot avant de parler. Je me suis dit que ce n'était rien. Les sœurs s'éloignent. Les mariages traversent des phases. Les gens sont occupés, distraits, absorbés par leur propre vie. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose se passait juste hors de ma vue, que des conversations avaient lieu sans moi, que mon mari et ma sœur partageaient quelque chose dont je n'étais pas au courant. Je suis devenue hypervigilante. J'ai commencé à hocher la tête quand Michel disait qu'il travaillait tard et à vérifier si sa voiture était vraiment sur le parking du bureau. J'ai parcouru les réseaux sociaux de Daniel, cherchant des indices que je ne pouvais nommer. Je restais éveillé la nuit, écoutant Michel respirer à côté de moi, me demandant si l'homme que j'avais épousé était le même homme avec qui je partageais un lit. La paranoïa était épuisante. Et je n'avais aucune preuve, rien de concret, juste des murmures de doute qui devenaient de plus en plus forts chaque semaine jusqu'à ce que Daniel me demande de garder Lise. Daniel a appelé un mardi après-midi. J'étais dans ma salle de classe, en train de ranger après une discussion particulièrement chaotique sur le Grand Mône quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Son nom sur l'écran m'a fait marquer une pause. Elle appelait rarement pendant les heures de travail, préférant les SMS auxquels on pouvait répondre à sa convenance.
Allô, dis-je, coinçant le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en ramassant des papiers éparpillés. Tout va bien? J'ai besoin d'une énorme faveur. Sa voix était précipitée, haletante, avec cette pointe particulière qu'elle prenait quand elle était stressée et essayait de le cacher. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une conférence de travail à Lyon. 3 jours à partir de vendredi. Ma babysitter vient d'annuler. Sa mère est malade. Elle doit prendre l'avion pour la Floride. Tout ça est un désastre. Une pause. Peux-tu garder Lise, s'il te plaît? Je ne demanderai pas si j'avais une autre option. J'ai senti la chaleur familière d'être nécessaire. Bien sûr. Tu sais que j'adore passer du temps avec elle. Tu me sauves la vie. Sérieusement. Je la dépose jeudi soir pour qu'on puisse revoir la routine et je serai de retour dimanche soir. Prends ton temps. Lise et moi, on va passer un week-end entre filles. Merci, René. Je le pense vraiment. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les mots étaient doux, même sincères. Mais quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise. Une tension, une crispation, comme si elle retenait quelque chose. J'ai mis ça sur le compte du stress. Je mettais toujours les choses sur le compte du stress. Daniel est arrivé jeudi soir avec Lise en remorque. Ma nièce s'est jetée sur moi dès que la porte s'est ouverte, enroulant ses bras autour de mes jambes avec l'affection féroce d'une enfant de 4 ans qui n'avait pas vu sa tante préférée depuis près de 2 semaines. Tatiné, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, ma chérie. Je l'ai soulevée, humant l'odeur de fraise de son shampoing. Tu es prête pour notre aventure? Maman a dit qu'on pouvait faire des biscuits. Maman a raison. On va faire tellement de biscuits. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, nous regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il y avait des cernes sous ses yeux, et elle semblait plus mince que d'habitude, sa clavicule saillante sous son pull. Tu vas bien, ai-je demandé. Ça va, juste fatigué. Cette conférence a été stressante à préparer. Elle m'a tendu le sac de nuit de Lise, un sac à dos violet couvert d'autocollants de licorne, et a passé en revue la liste habituelle. Couché à 20 heures, pas plus d'1 heure d'écran. Elle fait des cauchemars ces derniers temps, alors laisse la lumière du couloir allumée. Je prendrai bien soin d'elle, ai-je promis. Je sais que tu le feras. Daniel s'est penché pour embrasser le front de Lise. Sois sage pour Tati, d'accord? Maman sera de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je serai sage, dit solennellement Lise. Je promets. Daniel m'a alors serré dans ses bras, rapidement, fermement, avec plus de force qu'un simple au revoir ne le justifiait. Merci, a-t-elle murmuré, pour tout. Avant que je puisse répondre, elle était partie, se hâtant sur l'allée vers sa voiture sans se retourner. Je l'ai regardée s'éloigner, Lise agitant la main depuis mes bras, et j'ai essayé d'ignorer le sentiment que quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Les 2 premiers jours furent merveilleux. Lise et moi avons trouvé un rythme facile. Petit déjeuner ensemble, sortie au parc, préparation de biscuits qui laissaient de la farine sur toutes les surfaces de ma cuisine. Michel était en voyage d'affaires, une réunion client à Lille qui le retiendrait jusqu'à samedi. Donc, c'était juste nous deux. J'adorais ça. J'adorais lui lire des histoires avant de dormir et l'entendre rire aux voix amusantes que je faisais. J'adorais me réveiller avec son petit visage me regardant du bord du lit, demandant si c'était l'heure des crêpes. J'adorais être, pour quelques brefs jours, la mère que je n'avais jamais pu être. Mais le samedi matin, quelque chose a changé. Lise s'est réveillée avec de la fièvre, pas élevée, mais assez pour la rendre grognon et malheureuse. Je lui ai donné du Doliprane pour enfant et l'ai installée sur le canapé avec son dessin animé préféré, mais elle n'arrêtait pas de demander son éléphant en peluche. Nelly, a-t-elle gémi. Je veux Nelly. J'ai regardé dans son sac de nuit. Pas d'éléphant. Ma chérie, je ne pense pas que Nelly soit venue avec toi. Peut-être qu'il est chez maman. Il est dans ma chambre. Je veux Nelly. Sa lèvre inférieure tremblait. S'il te plaît, Tatiné. J'ai hésité. Daniel m'avait donné un double des clés il y a des mois pour les urgences. Cela ressemblait à une urgence, ou du moins assez proche. Un enfant malade demandant son objet de réconfort n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. D'accord, mon bébé.
Je vais aller chercher Nelly. Tu restes ici avec les dessins animés et je serai de retour dans 20 minutes. Promis. Promis. L'appartement de Daniel était calme quand je suis entré. C'était un petit endroit, une chambre, une cuisine exiguë, un salon qui servait aussi d'aire de jeu pour Lise. J'étais venu ici des dizaines de fois, aidant pour des réparations, apportant des courses, assise sur le canapé usé pendant que Lise me montrait ses dessins. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. L'air était lourd, comme si l'appartement retenait son souffle. J'ai secoué ce sentiment et me suis dirigé dans le couloir étroit vers la chambre de Lise. La porte était décorée de son nom en lettres pailletées, un projet de bricolage que nous avions fait ensemble l'été dernier, et je l'ai poussé, balayant du regard le petit espace à la recherche de l'éléphant en peluche. Il était là, sur le lit, exactement où Lise avait dit qu'il serait. J'ai attrapé Nelly et me suis retourné pour partir. C'est alors que j'ai remarqué que la porte de la chambre de Daniel était ouverte. J'aurais dû continuer mon chemin. J'aurais dû prendre l'éléphant, retourner à ma voiture et rentrer chez moi auprès de ma nièce malade sans regarder, sans m'arrêter, sans laisser la curiosité m'entraîner là où je n'avais pas le droit d'être. Mais quelque chose a attiré mon attention. Une veste suspendue au dos de la porte du placard de Daniel, visible à travers l'espace entre la porte et le cadre. Laine bleu marine. Mes pieds ont bougé avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. J'ai poussé la porte de la chambre et suis entré. La chambre de Daniel était bien rangée, presque obsessionnellement. Le lit fait avec une précision militaire, la commode vide à l'exception d'une petite boîte à bijoux, les rideaux tirés contre le soleil de l'après-midi. Ça sentait son parfum, cette fragrance de vanille et de jasmin qu'elle portait depuis le lycée. Et là, sur la porte du placard, il y avait la veste de Michel. Je savais que c'était la sienne avant même d'avoir traversé la pièce. Je la lui avais achetée il y a 3 ans pour notre 12e anniversaire. Faite sur mesure dans une boutique du centre-ville, le cadeau le plus cher que je lui ai jamais fait. Il l'a portée pour aller au travail, pour les dîners, pour toutes les occasions qui demandaient d'avoir l'air soigné et professionnel. Elle ne pouvait pas être ici. Elle ne pouvait absolument pas être ici. Mais quand j'ai tendu la main et touché le tissu, quand je l'ai décroché et que j'ai vu la petite déchirure sur le poignet gauche, celle qu'il n'avait jamais voulu faire réparer, j'ai su. J'ai su avec ce genre de certitude qui court-circuite le cerveau et va directement à l'estomac, tordant tout à l'intérieur de vous jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Mon mari, ma sœur, la veste qui aurait dû être suspendue dans notre placard commun dans notre maison commune était ici, dans la chambre de Daniel, cachée comme un secret, comme une preuve. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Des minutes, des heures. Le temps avait perdu tout sens. J'étais consciente de la veste dans mes mains, de la laine douce contre mes doigts, de la faible odeur de l'eau de Cologne de Michel s'élevant du col. J'étais consciente de mon rythme cardiaque. Trop rapide, trop fort, remplissant mes oreilles d'un bruit de déferlement comme de l'eau ou du vent ou le monde qui s'effondre. J'aurais dû pleurer. Je pense que c'est ce que la plupart des gens auraient fait. S'effondrer sur le sol, sangloter, crier, déchirer la veste en lambeaux à main nue. Mais je ne ressentais rien. Juste un vide vaste et retentissant là où mes émotions auraient dû être. Mon mari couchait avec ma sœur. Les mots se sont formés dans mon esprit, clairs et froids, et je les ai examinés comme un spécimen sous une lame de microscope, comme quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre, à une autre femme dans une autre vie. Mon mari couchait avec ma sœur. Depuis combien de temps, à quelle fréquence ? Est-ce qu'il riait de moi quand ils étaient ensemble, plaignant l'épouse inconsciente qui ne se doutait de rien ? Se sentait-il coupable ou s'était-il convaincu que ce qu'il faisait était justifié d'une manière ou d'une autre ? Les questions se multipliaient comme des cellules se divisant. Chacune donnant naissance à une douzaine d'autres. Mais sous les questions, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose de plus dur que le chagrin. Quelque chose de plus froid que la colère. La résolution. J'ai pris la veste. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct peut-être, ou une vague compréhension que j'aurais besoin de preuves. Que ma parole seule ne suffirait pas, que le moment venu de les confronter, j'aurais besoin de quelque chose de solide à quoi me raccrocher, quelque chose qui ne pourrait pas être expliqué ou nié. J'ai plié la veste soigneusement, l'ai glissée sous mon bras et suis sorti de l'appartement de Daniel. Le soleil brillait toujours. Les oiseaux chantaient toujours. Le monde tournait toujours sur son axe, ignorant le fait que tout ce que je connaissais venait d'être détruit.
J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Lise a levé les yeux quand je suis entré, son visage s'illuminant quand elle a vu l'éléphant en peluche. Nelly, tu l'as trouvé. Oui, ma chérie. J'ai réussi à sourire d'une manière ou d'une autre. Je t'avais dit que je le ferais. Elle a serré l'éléphant fort, ses joues rougies par la fièvre pressée contre son tissu gris usé. Merci, Tati. Tu es la meilleure. J'ai regardé ma nièce, cette enfant innocente prise au milieu de quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, et j'ai senti mon cœur se briser. Je t'aime, Lise. Je t'aime aussi. Je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle s'endorme, la veste toujours cachée dans mon sac, mon esprit déjà courant vers ce qui allait suivre. Michel est rentré samedi soir. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, le grondement familier du moteur, le claquement de la portière. J'étais dans la cuisine en train de préparer un dîner que je ne mangerais pas, faisant les gestes de la normalité pendant que mes entrailles brûlaient. Lise dormait dans la chambre d'amis, sa fièvre étant enfin tombée. Je lui avais donné plus de Doliprane, lui avais lu 3 histoires. Avait caressé ses cheveux jusqu'à ce que sa respiration ralentisse et s'approfondisse. Elle avait l'air si paisible, si inconsciente de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur nous tous. Salut chérie. La voix de Michel venait de l'embrasure de la porte. Je me suis retourné pour le voir appuyé contre le cadre, desserrant sa cravate, ce demi-sourire familier sur son visage. Comment était l'île, ai-je demandé, ma voix stable. Épuisant, mais productif. Il a traversé la pièce et m'a embrassé sur la joue, un geste si automatique, si routinier que je me suis demandé combien de fois il l'avait fait sans y penser. Comment va Lise ? Elle avait de la fièvre. Elle dort maintenant. Pauvre petite. Il a ouvert le réfrigérateur, balayant les étagères du regard. Daniel est déjà rentré ? Demain soir. Ah. Il a sorti une bière, a dévissé la capsule. On dirait qu'on a encore une nuit à jouer aux parents, hein. Je l'ai regardé prendre une longue gorgée, sa gorge travaillant, ses yeux fixés sur la fenêtre au-dessus de l'évier. Il avait l'air comme d'habitude, beau, détendu, complètement à l'aise dans sa peau. Comment pouvait-il avoir l'air si normal ? Comment pouvait-il se tenir là à boire de la bière dans notre cuisine après être revenu d'où qu'il ait vraiment été ? Parce que j'avais vérifié. Pendant que Lise faisait la sieste, j'avais appelé son bureau en prétendant être une cliente confirmant la réunion de Lille. La réceptionniste avait été confuse. Monsieur Allard, il est en déplacement, mais pas pour des réunions de clients. Des jours personnels, je crois. Des jours personnels à Lille ou ailleurs complètement. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je voulais, mon Dieu comme je le voulais. Les mots me brûlaient la gorge, désespéré de s'échapper, d'exploser hors de moi et de briser la façade soignée de notre mariage. Mais j'avais appris quelque chose dans les heures qui ont suivi la découverte de la veste. J'avais appris que je devais être stratégique. Si je confrontais Michel maintenant, émotive, accusatrice, avec rien d'autre qu'une veste et un appel téléphonique suspect, il le nierait. Il retournerait la situation contre moi, ferait de moi la femme folle, la sœur jalouse qui voyait des choses qui n'existaient pas. Il était vendeur de profession, après tout. La manipulation était son article. Et Daniel. Daniel devait rentrer demain. Quoi que je fasse, je voulais le faire quand ils seraient tous les deux présents, quand ils ne pourraient pas coordonner leurs histoires, quand ils devraient me regarder dans les yeux et m'expliquer ce qu'ils avaient bien pu faire dans mon dos. Alors, j'ai souri. J'ai servi le dîner. Je me suis assise en face de mon mari et j'ai bavardé de sa réunion client imaginaire et de mon très réel week-end de babysitting. Et je l'ai observé, cherchant des signes, n'importe quel signe de culpabilité. Il n'y en avait aucun. Il a mangé ses pâtes avec un plaisir apparent. Il a posé des questions sur la fièvre de Lise, sur ma semaine à l'école, sur le livre que je lisais. Il a rempli le lave-vaisselle sans qu'on le lui demande et m'a embrassé sur le front avant de monter prendre sa douche. Soit il était innocent, soit il était un meilleur acteur que je ne l'avais jamais cru. Je commençais à soupçonner la seconde hypothèse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à côté de Michel, écoutant sa respiration, sentant la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien. Pendant 15 ans, cela avait été mon réconfort. La présence stable de mon mari, le rythme de son sommeil, la connaissance que je n'étais pas seul dans le noir. Maintenant,
cette même présence me semblait être une menace. Qui était cet homme à côté de moi? Pas la personne que j'avais épousée. Cette personne ne me trahirait pas avec ma propre sœur. Cette personne ne mentirait pas si nonchalamment, si complètement sans la moindre lueur de remords. Mais peut-être que cette personne n'avait jamais existé. Peut-être que j'avais été amoureuse d'une performance, d'un personnage qu'il avait créé spécifiquement pour me conquérir. L'auditeur attentif, le partenaire romantique, le mari dévoué qui se souvenait de chaque détail. Et si tout cela n'était qu'une comédie? Et si j'avais passé 15 ans marié à quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé? Les questions tournaient sans fin, sans réponse, jusqu'à ce que la lumière grise de l'aube se glisse enfin à travers les rideaux. Dimanche s'est passé dans un brouillard. Lise se sentait mieux, sa fièvre avait disparu, son énergie revenant en force. Je l'ai emmenée au parc, les pousser sur les balançoires, les regarder chasser les pigeons sur l'herbe pendant que mon esprit tournait avec des plans et des possibilités. Michel travaillait dans son bureau à domicile, ou faisait semblant de travailler. Je ne connaissais plus la différence, et nous nous déplacions l'un autour de l'autre avec la chorégraphie soignée de deux personnes qui avaient cessé de se connecter. Avait-il toujours été ainsi? En y repensant, je pouvais voir la distance qui s'était creusée entre nous. Les conversations qui restaient superficielles, l'intimité qui était devenue machinale, plus une obligation qu'un désir, les silences qui s'étiraient de plus en plus longtemps, remplis de choses que nous ne disions pas. J'avais blâmé les difficultés de fertilité, le flux et le reflux naturel d'un long mariage, le stress du travail, la routine et la simple érosion du temps. Maintenant, je me demandais si c'était quelque chose de complètement différent. Depuis combien de temps s'éloignait-il? Depuis combien de temps gardait-il son attention, son affection, son désir pour quelqu'un d'autre? Pour ma sœur. Daniel est arrivé à 18h30. J'ai entendu sa voiture arriver, je l'ai vue par la fenêtre, marchant sur notre allée avec sa petite valise. Elle avait l'air fatiguée mais heureuse. La posture détendue de quelqu'un qui revient d'un voyage réussi, prête à récupérer sa fille et à rentrer chez elle. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. René, comment ça s'est passé? Lise allait bien? Elle a été parfaite. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle a eu un peu de fièvre hier, mais c'est tombé ce matin. Elle est dans le salon. Oh non, ma pauvre chérie. Daniel a posé sa valise et s'est dirigé vers le salon. Lise, maman est à la maison. J'ai entendu le cri de joie de Lise, le bruit de petits pieds qui courent, la collision de la mère et de la fille se retrouvant après 3 jours de séparation. Et je suis resté dans le couloir, regardant ma sœur embrasser ma nièce et j'ai senti quelque chose en moi se transformer en glace. C'était la femme qui m'avait trahi. C'était mon sang, ma famille, la personne que j'avais protégée, soutenue et pour qui je m'étais sacrifié depuis le jour de sa naissance. Et elle avait couché avec mon mari. Michel est descendu quand il a entendu des voix. Daniel, comment était Lyon? Je les ai regardés interagir. Le bref câlin, le sourire poli, la conversation désinvolte sur sa conférence et son voyage d'affaires. Ils jouaient leur rôle à la perfection, deux personnes qui se connaissaient à peine au-delà des dîners de famille et des rassemblements de vacances. Mais je le voyais maintenant. La façon dont ses yeux s'attardaient sur elle juste un instant de trop. La façon dont elle orientait légèrement son corps vers lui, inconsciemment, comme une fleur se tournant vers le soleil. La façon dont ils évitaient soigneusement de se toucher, comme si tout contact risquait de les trahir. Comment avais-je pu manquer ça? Comment avais-je pu être si aveugle? Je devrais ramener Lise à la maison, a dit Daniel, attrapant sa valise. C'est un soir d'école. Enfin, de maternelle, a-t-elle ri, de ce rire clair et musical que j'avais toujours aimé. Merci encore, René. Je te revaudrai ça. En fait, ai-je dit, ma voix tranchant la chaleur comme une lame. Je pense que nous devrions parler d'abord. La pièce est devenue silencieuse. Daniel s'est figé, la main sur la poignée de la valise. Le sourire de Michel a vacillé, juste une seconde. Parler de quoi? A demandé Daniel. J'ai regardé ma sœur, mon mari, la vie que j'avais construite, maintenant au bord de la destruction. De ça. J'ai sorti la veste bleu marine de derrière le coussin du canapé où je l'avais cachée ce matin, et j'ai regardé leur visage changer. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je tenais la veste devant moi comme un bouclier,
regardant la couleur quitter le visage de Daniel, regardant l'expression soigneusement construite de Michel se fissurer et s'effondrer. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le seul son était le dessin animé de Lise jouant doucement dans le salon, inconscient du tremblement de terre qui se produisait à quelques mètres de là. « René » a commencé Michel. « Ne. » Le mot est sorti plus dur que je ne l'avais prévu, assez aigu pour couper. Il s'est arrêté, la bouche encore à moitié ouverte, l'excuse qu'il préparait mourant sur ses lèvres. J'ai trouvé ça, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains, dans le placard de Daniel, hier, quand je suis allé chercher l'éléphant en peluche de Lise. Je me suis tourné vers ma sœur. Tu veux expliquer comment la veste de mon mari s'est retrouvée dans ta chambre? Le visage de Daniel était passé de pâle à cendré. Ses yeux ont volé vers Michel, puis vers moi, puis vers le sol. Ses mains tremblaient. Je ne quoi? Tu ne sais pas? Tu ne te souviens pas? J'ai ri, un son amer qui m'a écorché la gorge. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Laine bleu marine, faite sur mesure, la déchirure sur le poignet gauche de notre voyage d'anniversaire dans la vallée de la Loire. Le voyage que j'ai planifié pendant 6 mois. La veste pour laquelle j'ai économisé pendant 3 mois. Je l'ai brandie vers elle. Cette veste. Dans ton placard. Comment? René, s'il te plaît. Michel s'est avancé, les mains levées comme s'il approchait d'un animal sauvage. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi, Michel? Expliquer pourquoi ta veste était dans la chambre de ma sœur? Expliquer les nuits tardives, les voyages d'affaires vers nulle part? La façon dont vous avez tous les deux cessé de me regarder dans les yeux il y a 6 mois. Ma voix montait maintenant, le contrôle prudent que j'avais maintenu depuis hier glissant enfin. Expliquer depuis combien de temps tu couches avec elle pendant que je suis assise à la maison comme une idiote, te faisant confiance, t'aimant, croyant chaque mensonge qui sortait de ta bouche. Ce n'est pas depuis combien de temps? La question flottait dans l'air, lourde et tranchante. Aucun d'eux n'a répondu. Lise est apparue dans l'embrasure de la porte. Maman, pourquoi t'as-tu crié? La vue de son petit corps, confus, serrant son éléphant en peluche, a été comme un seau d'eau glacée. J'ai senti la rage reculer, remplacée par quelque chose de plus compliqué. Cet enfant était pris au milieu de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Quoi que sa mère ait fait, Lise était innocente. Daniel a agi rapidement, prenant sa fille dans ses bras. Ce n'est rien, mon bébé. Des histoires de grands. Pourquoi ne vas-tu pas regarder ton dessin animé? Maman sera là dans 1 minute. Mais vas-y, ma chérie. S'il te plaît. Lise m'a regardé avec ses grands yeux confiants, des yeux si semblables à ceux de sa mère, si semblables aux miens, et j'ai senti mon cœur se briser. Ça va, Lise, ai-je dit doucement. Va regarder ton émission. Elle a hoché la tête, toujours incertaine, et est retournée au salon à petits pas. Quand elle fut partie, je me suis retourné vers les 2 personnes qui avaient détruit ma vie. Répondez-moi. Depuis combien de temps? Daniel a craqué la première. 8 mois. Les mots étaient à peine un murmure, mais ils m'ont frappé comme un coup physique. 8 mois. 8 mois de mensonges, de rendez-vous secrets. De mon mari et de ma sœur partageant quelque chose qui aurait dû être à moi. 8 mois, ai-je répété. Pendant que je gardais ta fille, que je te prêtais de l'argent, que je te traitais comme ma famille. René, je suis tellement désolé. J'ai levé la main. N'ose pas t'excuser. Pas encore. Je veux savoir comment. Je veux savoir pourquoi. Je veux comprendre comment ma propre sœur a pu me faire ça. Les yeux de Daniel se sont remplis de larmes. Ce n'était pas censé arriver. C'est juste que nous nous sommes juste tombés amoureux. La voix de Michel. Je me suis retourné pour le regarder. Le regarder vraiment pour la première fois depuis le début de cette conversation. Il se tenait droit maintenant, le menton levé, son expression passant de coupable à défiante. Nous n'avions pas l'intention que ça arrive, a-t-il continué. Mais c'est arrivé, et nous ne pouvons rien contre ce que nous ressentons. Je l'ai fixé. Tu ne peux rien contre ce que tu ressens, ai-je répété lentement. C'est ta défense. C'est ce que tu as à dire après 15 ans de mariage. Je ne défends rien.
J'explique. Il n'y a aucune explication pour ça, Michel. Il n'y a aucun scénario où coucher avec ma sœur devient acceptable. Je n'ai pas dit que c'était acceptable. J'ai dit que c'était arrivé. Il a passé une main dans ses cheveux, frustré. Écoute, je sais que c'est difficile, mais peut-être que c'est pour le mieux. Nous n'étions plus heureux depuis des années, René. Tu le sais. Nous faisions juste semblant, prétendant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Alors, tu as décidé de réparer notre mariage en couchant avec ma sœur. J'ai décidé d'arrêter de me mentir. Sa voix était froide maintenant, le masque complètement tombé. Sur ce que je voulais, sur qui je voulais. J'ai senti les mots atterrir comme des coups, chacun meurtrissant quelque chose de profond en moi. Et qui tu voulais, c'était elle. Il n'a pas nié. Je me suis tourné vers Danielle. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, laides et incontrôlées, coulant sur ses joues. Elle avait l'air jeune, soudainement vulnérable, comme la petite sœur que j'avais protégée pendant tant d'années. Mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Pourquoi, ai-je demandé. De tous les hommes du monde, pourquoi lui? Pourquoi mon mari? Je ne sais pas. Sa voix était rauque. Je ne l'ai pas planifié. Il était juste là. Il m'écoutait. Il m'a fait me sentir vu. Après le père de Lise, après tout ce que j'ai traversé, il a été la première personne qui m'a fait sentir que je n'étais pas brisé. Alors, tu m'as brisé à la place. Elle a tressailli. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. Tu savais exactement ce que tu faisais et tu l'as fait quand même, pendant 8 mois, pendant que je t'aidais, te soutenais, traitais ta fille comme la mienne. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais gardé Lise, tous les dîners que j'avais préparés, l'argent que j'avais prêté, les appels téléphoniques tard le soir quand Daniel avait des difficultés. Je lui avais tout donné, mon temps, mes ressources, ma confiance. Et c'est ainsi qu'elle m'a remboursé. Je te faisais confiance, ai-je dit, ma voix se brisant pour la première fois. Tu étais ma sœur, ma seule sœur, la seule personne qui, je pensais, ne me trahirait jamais. René sort. Les mots étaient calmes, mais ils portaient le poids de tout ce que je ressentais. Prends ta fille, prends tes affaires, et sors de ma maison. Danielle a bougé comme une somnambule. Elle a rassemblé le sac de Lise, l'a aidé à mettre son manteau, évitant de me regarder en passant. À la porte, elle s'est arrêtée. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je sais que ça ne veut rien dire pour l'instant, mais je le suis. Je n'ai pas répondu. Elle est partie, la porte se refermant doucement derrière elle, emportant ma nièce et ma confiance et tout ce qui restait de notre sororité. Et puis j'étais seul avec mon mari. Michel n'avait pas bougé. Il se tenait au milieu du salon, les mains dans les poches, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. Le défi était toujours là, mais en dessous, autre chose. Du calcul peut-être, ou de l'inquiétude sur ce que j'allais faire ensuite. René, a-t-il dit, nous devons en parler. Non. On ne peut pas juste, j'ai dit non. Je me suis dirigé vers les escaliers, soudainement désespéré d'être loin de lui. Je ne peux pas te regarder en ce moment. Je ne peux pas t'écouter expliquer pourquoi détruire notre mariage était en quelque sorte justifié. Où vas-tu? En haut, dans la chambre d'amis, où je dormirai jusqu'à ce que je sache quoi faire de toi. Il a commencé à me suivre. Si tu t'approches de moi maintenant, ai-je dit, me tournant pour lui faire face, je ne serai pas responsable de ce qui se passera. Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre. Il s'est arrêté. J'ai monté les escaliers seul, les jambes lourdes, la poitrine serrée. J'ai atteint la chambre d'amis, fermé la porte, les verrouillé derrière moi, et puis, finalement, je me suis laissé m'effondrer. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. De grands sanglots convulsifs qui ont secoué tout mon corps, qui m'ont laissé à bout de souffle, qui ont trempé l'oreiller sous mon visage jusqu'à ce que le tissu soit froid et humide contre ma peau. J'ai pleuré pour mon mariage, pour ma sœur, pour l'avenir que j'avais imaginé et que je n'aurais jamais. J'ai pleuré pour la femme que j'avais été ce matin-là. La femme qui croyait encore en l'amour de son mari, en la loyauté de sa sœur, en la bonté fondamentale des personnes les plus proches d'elle. Cette femme était partie maintenant, consumée comme du papier dans un feu, ne laissant que des cendres. Quand les larmes se sont finalement arrêtées,
Je suis resté allongé dans l'obscurité, fixant le plafond, sentant le vide se répandre en moi comme une tache. Mes yeux étaient gonflés, ma gorge à vif, mon corps lourd de fatigue. Mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. J'avais vécu dans un brouillard de confiance, de déni, d'aveuglement volontaire. Maintenant, le brouillard s'était levé, et je pouvais tout voir avec une clarté brutale. Les schémas que j'avais ignorés, les signes que j'avais expliqués, l'érosion lente et constante de mon mariage pendant que je souriais et prétendais que tout allait bien. Plus de faux-semblants. Plus de brouillard. Il était temps de décider de la suite. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, je suis resté éveillé, réfléchissant à mes options avec la précision méthodique d'une femme corrigeant des dissertations. Logique, pas émotion. Fait, pas sentiment. Option 1, leur pardonner. Accepter les excuses de Michel. Croire aux larmes de Daniel. Essayer de reconstruire les vestiges brisés de ma famille. J'ai rejeté cela presque immédiatement. Le pardon exigeait des remords. De vrais remords, pas les larmes de convenance de personnes prises sur le fait. Michel ne s'était pas excusé. Il avait justifié. Il m'avait dit que nous n'étions pas heureux, comme si cela excusait ce qu'il avait fait, comme si mon prétendu malheur lui donnait la permission de me trahir avec ma propre sœur. Et Daniel savait ce qu'elle faisait, chaque jour pendant 8 mois. Chaque fois qu'elle m'envoyait un SMS, chaque fois qu'elle me demandait de garder Lise, chaque fois qu'elle s'asseyait à ma table pour manger un repas que j'avais préparé, elle savait. Et elle l'avait fait quand même. Certaines trahisons étaient trop profondes pour le pardon. Option 2, tout faire brûler. Les confronter publiquement. Dire à tout le monde ce qu'ils avaient fait. Notre mère, notre famille élargie, les collègues de Michel, mes amis, m'assurer que le monde entier sache qui ils étaient vraiment. Cette option était tentante. La rage qui montait dans ma poitrine depuis des heures ne désirait rien de plus que de se déchaîner, de les détruire comme ils m'avaient détruite. J'imaginais le visage de Michel quand son patron apprendrait l'affaire. J'imaginais Daniel essayant de s'expliquer à notre mère, à ses amis, à Lise quand elle serait assez grande pour comprendre. Mais la destruction publique était désordonnée. Elle blesserait des gens qui ne méritaient pas d'être blessés, en particulier Lise. Et cela me ferait paraître amère, vengeresse, consumée par le besoin de vengeance. Je ne voulais pas être cette femme. Je ne voulais pas laisser leur trahison me transformer en quelqu'un que je ne pourrais pas reconnaître. Ce qui laissait l'option 3. L'option 3 était plus calme, plus propre, plus stratégique. Je divorcerais de Michel. C'était une certitude. Tout ce que nous avions eu un jour, l'amour, le partenariat, le rêve de vieillir ensemble, était mort maintenant, tué par ses choix. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais je le ferais à mes conditions. Je rassemblerais des preuves, documenterais tout, m'assurerais que lorsque nous nous présenterions devant un juge, il n'y aurait aucun doute sur qui avait été lésé. Je protégerais mes biens, ma réputation, mon avenir, et je couperais complètement Daniel de ma vie. Pas avec une confrontation dramatique, pas avec des accusations publiques, juste le silence. Le retrait lent et constant de quelqu'un qui avait enfin vu la vérité et décidé qu'elle méritait mieux. Elle me perdrait, non pas à cause de ma colère, mais à cause de ses propres actions, et cela, je l'ai réalisé, la blesserait plus que n'importe quelle dispute ne le pourrait jamais. Je suis sorti de la chambre d'amis à l'aube. Michel était dans la cuisine, toujours dans les vêtements de la veille, des cernes sombres sous les yeux. Il avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Tant mieux. René. Il s'est levé en me voyant. On peut parler maintenant, s'il te plaît? Non. On doit régler ça. Il n'y a rien à régler. Je suis passé devant lui pour aller à la cafetière, mes mouvements précis et contrôlés. Je veux le divorce. Le mot flottait dans l'air entre nous. René, ne sois pas précipité. Précipité? Je me suis tourné pour lui faire face, la cafetière à la main. Tu couches avec ma sœur depuis 8 mois. Combien de temps penses-tu qu'il me faille pour prendre cette décision? Je sais que je t'ai blessé, mais je t'ai 15 ans, c'est toi qui as jeté 15 ans, Michel. Pas moi. Au moment où tu l'as touché, tu as mis fin à notre mariage. Je ne fais que l'officialiser. Il a passé une main sur son visage, la frustration évidente. Donc c'est tout.
Pas de discussion, pas de thérapie, pas de tentative de surmonter ça. Il n'y a rien à surmonter. Tu es amoureux d'elle. Tu l'as dit toi-même. J'ai dit que je suis tombé amoureux d'elle. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de sentiments pour toi. Arrête. Ma voix était assez tranchante pour couper du verre. N'ose pas te tenir là et me dire que tu as des sentiments pour moi. Pas après ce que tu as fait. Pas après 8 mois de mensonges en face. J'essaie d'être honnête. Tu n'as plus le droit d'être honnête maintenant. Tu as perdu ce droit. Tu as tout perdu. J'ai versé mon café, les mains stables malgré le tremblement intérieur. Je veux que tu sois parti de cette maison d'ici la fin de la semaine. Tu peux rester à l'hôtel. Tu peux rester avec elle. Je m'en fiche. Mais tu ne dormiras plus ici. C'est aussi ma maison. En fait, non. J'ai pris une gorgée de café, laissant les mots atterrir. La maison était à ma grand-mère. Elle me l'a laissée à sa mort. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété, Michel. J'ai vérifié il y a des années quand nous avons emménagé. Je ne t'ai jamais ajouté parce que nous devions de toute façon refinancer. Nous n'avons juste jamais pris le temps de le faire. Son visage est devenu pâle. Tu peux me poursuivre là-dessus, ai-je continué. Tu peux engager un avocat, rendre ça moche, faire traîner ça pendant des mois, mais la maison est à moi. Le compte d'épargne que j'ai hérité de mon père est à moi. Et la vie que je vais construire après ton départ, elle sera à moi aussi. J'ai posé ma tasse de café. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des appels à passer. Le premier appel fut pour une avocate. Elle s'appelait Viviane Chénier. Aucun lien avec Harold de l'histoire précédente, juste une coïncidence, et elle m'avait été chaudement recommandée par une collègue dont le propre divorce avait été compliqué par un conjoint infidèle. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais la situation. Votre mari a eu une liaison avec votre sœur? Oui. Pendant 8 mois. Oui. Une pause. Je suis désolé, Madame Allard. C'est particulièrement cruel. Je sais. Avez-vous des documents, des SMS, des photos, quoi que ce soit qui prouve l'adultère? J'ai pensé à ce que j'avais rassemblé. J'ai sa veste, celle que j'ai trouvée dans son placard, et j'ai des relevés téléphoniques montrant des appels entre eux. J'ai sorti notre facture de téléphone portable ce matin. Il y a des dizaines d'appels, certains durant plus d'1 heure à des moments où il prétendait travailler. Bien. Qu'en est-il des dossiers financiers, des comptes joints, des biens partagés? La maison est à moi. Un bien hérité. Son nom n'est pas sur l'acte de propriété. Nous avons un compte d'épargne joint, mais mon héritage séparé est sur un compte auquel il n'a pas accès. C'est utile. Très utile. Je pouvais l'entendre taper. Voici ce que je recommande, Madame Allard. Nous déposons immédiatement une demande de divorce pour adultère. En France, l'adultère, bien que n'étant plus une faute pénale, peut avoir un impact sur les torts et les compensations. Compte tenu de la nature de la trahison, avec votre propre sœur, je pense que nous pouvons plaider pour un règlement favorable. Je ne veux pas de son argent. Que voulez-vous? J'y ai réfléchi. Je veux qu'il soit parti. Hors de ma maison, hors de ma vie. Je veux que ce soit terminé aussi rapidement et proprement que possible. C'est réalisable. Je rédigerai les papiers aujourd'hui. Le deuxième appel fut plus difficile. Ma mère a répondu à la 3e sonnerie. René, quel plaisir de t'entendre. Comment va Michel? Comment va cette adorable petite Lise? J'ai fermé les yeux, me préparant. Maman, je dois te dire quelque chose à propos de Daniel et Michel. Qu'y a-t-il à leur sujet? Ils ont une liaison depuis 8 mois. Je l'ai découvert hier. Silence. Un long, terrible silence. Maman, ce n'est pas possible. C'est vrai. J'ai trouvé la veste de Michel dans le placard de Daniel. Quand je les ai confrontés, ils l'ont admis. Encore plus de silence. Quand ma mère a repris la parole, sa voix était différente. Plus vieille, plus petite. Daniel t'a fait ça. Oui. Et Michel, il était avec elle alors que vous étiez mariés. Oui. J'ai entendu sa respiration se couper,
Un son qui aurait pu être un sanglot. Oh, René. Oh, ma chérie. Je suis tellement désolé. Je sais, maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Je divorce. J'ai déjà appelé une avocate. Bien. Bien. Sa voix s'est durcie. Et Daniel, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai pensé à ma sœur, aux larmes qu'elle avait versées, aux excuses qu'elle avait faites, à la vie que nous avions partagée avant qu'elle ne la réduise en cendres. Rien ne lui arrive, ai-je dit finalement. Je ne vais rien faire. Je vais juste arrêter. Arrêter d'aider. Arrêter d'appeler. Arrêter d'être sa sœur. Elle mérite pire. Peut-être, mais je ne peux pas contrôler ce qu'elle mérite. Je ne peux contrôler que ce que je fais, et j'ai fini d'être son filet de sécurité. Une autre pause. Je viens te voir, a dit ma mère. Demain, je prendrai la route à la première heure. Tu n'es pas obligé. Je viens. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. J'ai senti des larmes me piquer les yeux à nouveau. Des larmes différentes cette fois. Des larmes de gratitude. D'accord, maman. On se voit demain. Ma mère est arrivée le lendemain matin. Elle s'est garée dans l'allée avec sa vieille Renault Clio, celle qu'elle avait depuis que j'étais au lycée, et est restée assise sur le siège du conducteur un long moment avant de sortir. Je la regardais depuis la fenêtre. Cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait tenu la main à travers toutes les épreuves, qui avait toujours cru le meilleur de ses filles. Maintenant, une de ses filles avait brisé la vie de l'autre. Quand elle est finalement sortie de la voiture, j'ai vu qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges, son visage tiré, le poids de ce qu'elle avait appris visible dans chaque mouvement. Elle avait l'air plus vieille qu'il y a quelques semaines lors de notre dernier dîner dominical. Je l'ai accueillie à la porte. Maman. Elle m'a prise dans ses bras sans un mot. Me serrant comme elle le faisait quand j'étais enfant, quand le monde était effrayant et qu'elle était le seul port sûr que je connaissais. J'ai respiré l'odeur familière de son parfum, la même marque qu'elle portait depuis 40 ans, et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Je suis là, a-t-elle murmuré. Je suis là, ma chérie. Je suis tellement désolé. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Michel était parti ce matin-là. Il avait fait 2 valises pendant que j'étais assise dans la cuisine avec mon café, le regardant se déplacer dans la maison comme un étranger. Il a essayé 2 fois d'engager la conversation, d'expliquer, de justifier, de négocier, mais je n'ai répondu à rien. Je suis juste restée assise là, silencieuse, attendant qu'il soit parti. Quand il s'est finalement tenu à la porte, valise en main, il s'est retourné une dernière fois. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, René. Je veux que tu le saches. Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis le jour de notre mariage. Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Ce qui importe, c'est que c'est arrivé. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose, puis s'est ravisé. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic. Et juste comme ça, 15 ans de mariage prenaient fin. Ma mère et moi avons passé la journée ensemble. Nous n'avons pas beaucoup parlé de l'affaire. Il n'y avait pas grand-chose à dire qui n'ait déjà été dit. Au lieu de cela, nous avons fait des choses ordinaires, préparé le déjeuner, fait une promenade dans le quartier, regardé de vieux albums photos que je n'avais pas ouverts depuis des années. Dans l'un d'eux, j'ai trouvé une photo de Daniel et moi datant de quand elle avait environ 7 ans. J'avais 15 ans, je la tenais sur ma hanche. Nous rions toutes les deux de quelque chose hors du cadre. Nous avions l'air si heureuses, si proches, 2 sœurs contre le monde. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Tu as toujours été si bonne avec elle, a dit ma mère doucement. Même quand tu n'y étais pas obligée, même quand tu étais une adolescente et que tu aurais dû être trop occupée pour ta petite sœur. Je l'aimais. Je sais. J'ai fermé l'album. Est-ce qu'elle t'a appelé, ai-je demandé. Ma mère a hoché la tête, son expression se crispant. 6 fois depuis hier. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas, a-t-elle admis. C'est ma fille. Je ne peux pas arrêter de l'aimer. Mais ce qu'elle a fait, elle a secoué la tête. Je ne sais pas comment la regarder de la même manière. Je ne sais pas comment prétendre que ce n'est pas arrivé. Tu n'as pas à prétendre. Non,
Je suppose que non. Elle a tendu la main et a pris la mienne. Mais je veux que tu saches quelque chose, René. Quoi qu'il arrive avec Daniel, je suis de ton côté. C'est toi qui as été lésé. C'est toi qui mérites du soutien. Si elle ne peut pas comprendre ça, si elle essaie de se faire passer pour la victime dans cette histoire, elle m'a serré les doigts. Elle aura affaire à moi. J'ai appuyé ma tête sur son épaule. Merci, maman. Daniel a essayé de me contacter cette semaine-là. Le premier SMS est arrivé lundi soir. René, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Je sais que tu es en colère, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. Je n'ai pas répondu. Le deuxième est arrivé mardi matin. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste expliquer. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Je l'ai supprimé. Le troisième est arrivé mercredi soir. Plus long cette fois, décousu. Je sais que je suis la méchante dans cette histoire. Je sais que j'ai tout détruit, mais tu dois comprendre que je n'ai pas planifié ça. Michel et moi, on a essayé d'arrêter. On a essayé tellement de fois, mais il y a quelque chose entre nous qu'on ne peut pas contrôler. Je sais que ça ressemble à une excuse, mais c'est la vérité. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, te voir souffrir comme ça. Je n'ai jamais voulu ça. Tu es ma sœur. Je t'aime. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte pour toujours. S'il te plaît. J'ai lu celui-ci 2 fois. Puis j'ai bloqué son numéro. La nouvelle s'est répandue dans notre cercle social comme une traînée de poudre. Je n'avais pas prévu de le dire à qui que ce soit d'autre que ma mère et mon avocate, mais Michel, dans son infinie sagesse, avait décidé de rendre l'affaire publique en postant une photo de lui et Daniel sur les réseaux sociaux. Un nouveau chapitre commence, avait-il écrit, comme si détruire ma vie n'était qu'un élément de l'intrigue de son parcours personnel. Mon téléphone a explosé. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois ont appelé pour exprimer leur choc, leur soutien, leur fascination à peine dissimulée pour le scandale. Des collègues à l'école m'ont offert des regards compatissants dans le couloir. Même la famille de mon ex-mari m'a contacté. Sa mère a envoyé une carte qui disait « J'ai toujours su qu'il n'était pas assez bien pour toi ». Sans aucune ironie apparente. J'ai ignoré la plupart de ces messages, mais certains comptaient. Ma meilleure amie Carmen a conduit 3 heures pour passer le week-end avec moi. Ma cousine Élise, qui avait vécu son propre divorce compliqué, a appelé tous les soirs juste pour prendre des nouvelles. Mon club de lecture a envoyé des fleurs et une carte signée par les 12 membres. Je n'étais pas seul. Cette prise de conscience a été plus réparatrice que toute autre chose. La procédure de divorce a commencé 2 semaines plus tard. Viviane Chénier a été aussi efficace que promis. Elle a déposé les papiers, rassemblé les documents et construit un dossier qui a laissé l'avocat de Michel se démener pour négocier. Les preuves de l'infidélité étaient irréfutables. Les relevés téléphoniques, ses propres publications sur les réseaux sociaux, la veste que j'avais gardée comme preuve. Michel, face à la réalité de sa situation, a cessé de se battre. Il a signé les papiers sans contester, acceptant un règlement qui me donnait la maison, mon héritage et la moitié de notre épargne commune. Il garderait son compte de retraite et la voiture qu'il avait achetée avec sa prime l'année dernière. Une rupture nette, aussi nette que ces choses peuvent l'être. L'audience finale était prévue pour fin octobre, exactement 3 mois après avoir trouvé la veste dans le placard de ma sœur. J'ai marqué la date sur mon calendrier. Encore 1 mois et je serai libre. Mais la liberté, j'apprenais, ne venait pas d'une date au tribunal. Elle venait des petites victoires. Le matin où je me suis réveillé et n'ai pas immédiatement pensé à Michel. L'après-midi où j'ai ri de quelque chose que Carmen a dit et réalisé que c'était sincère, pas forcé. Le soir où je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais, quelqu'un de plus fort que la femme qui s'était tenue dans le placard de sa sœur en tenant une veste bleu marine, sentant son monde s'effondrer. Cette femme était toujours là, mais elle guérissait, lentement, douloureusement, un jour à la fois, elle guérissait. Et ça, j'ai réalisé, était la seule vengeance qui comptait. Pas l'humiliation publique, pas les batailles juridiques, pas les confrontations amères, juste l'acte simple et profond de survivre, de reconstruire, de devenir quelqu'un de nouveau à partir des cendres de qui j'étais. Le divorce a été finalisé un matin frais d'octobre. J'étais assise dans la salle d'audience, les mains jointes sur mes genoux,
regardant le juge examiner les papiers qui mettraient officiellement fin à mes 15 ans de mariage. Michel était assis à la table opposée avec son avocat, évitant mon regard. Il portait un costume que je ne reconnaissais pas, de nouveaux vêtements pour sa nouvelle vie, je suppose. A-t-elle aidé à le choisir? Madame Allard, a dit le juge, levant les yeux des documents. Comprenez-vous et acceptez-vous les termes de ce règlement tel que présenté? Oui, votre honneur. Monsieur Allard. Oui, votre honneur. Un tampon, une signature, le grattement d'un stylo sur le papier. Le divorce est prononcé. Cette procédure est terminée. Et juste comme ça, c'était fini. Je suis sorti du palais de justice sous le soleil d'automne, des feuilles tourbillonnant à mes pieds dans des teintes d'or et de cramoisi. Carmen attendait sur les marches, tenant 2 tasses de café du café d'en face. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé, m'en tendant une. J'ai pris une longue gorgée, réfléchissant à la question. Libre, ai-je dit finalement. Fatigué, triste, mais surtout libre. Elle a passé son bras sous le mien. Bien. C'est exactement comme ça que tu devrais te sentir. Nous avons marché ensemble jusqu'à sa voiture, laissant le palais de justice et mon mariage derrière nous. Les mois qui ont suivi ont été une étude de reconstruction. Je me suis jeté dans le travail, assumant des responsabilités supplémentaires à l'école qui gardaient mon esprit occupé et mes soirées pleines. Je me suis inscrite à une salle de sport, non pas parce que je me souciais de ma forme physique, mais parce que j'avais besoin d'un endroit pour canaliser l'énergie agitée qui vibrait sous ma peau. J'ai adopté un chat tigré gris nommé Winston, qui aimait dormir sur ma poitrine et ronronnait assez fort pour couvrir le silence. J'ai appris à être seul. C'était plus difficile que prévu. Après 15 ans de mariage, j'avais oublié comment exister en tant que personne seule, comment dîner sans conversation, comment prendre des décisions sans consultation, comment remplir les heures vides entre le travail et le sommeil. Mais lentement, maladroitement, j'ai trouvé la solution. J'ai découvert que j'aimais cuisiner des repas élaborés pour une personne, expérimentant des recettes dont Michel se serait plaint. J'ai découvert que j'aimais lire au lit jusqu'à minuit sans que quelqu'un me dise d'éteindre la lumière. J'ai réalisé que le silence que j'avais craint était en fait un espace paisible pour penser, pour respirer, pour me familiariser à nouveau avec moi-même. Je n'étais pas la femme que j'avais été avant la trahison. Mais peut-être que ce n'était pas grave. Peut-être que je devenais quelqu'un de mieux. Daniel a tendu la main une dernière fois. C'était en décembre, près de 4 mois après que j'ai trouvé la veste. Une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres, manuscrite, pas tapée. L'enveloppe adressait de l'écriture soignée que je reconnaissais des cartes d'anniversaire et des notes de remerciement. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais quelque chose m'a arrêté. La curiosité peut-être, ou le fantôme persistant de la sororité qui refusait de mourir complètement. J'ai ouvert l'enveloppe. Cher René, je sais que tu ne liras probablement pas ça. Je sais que tu as bloqué mon numéro, ignoré mes emails et dit à maman que tu ne veux pas entendre mon nom. Je comprends pourquoi. Je mérite tout ça et plus encore. Mais j'ai besoin de dire ça, même si tu ne le vois jamais, j'ai besoin de mettre les mots quelque part en dehors de ma propre tête. Je suis désolé. Pas le genre de désolé que j'ai dit ce jour-là dans ton salon, précipité, désespéré et surtout pour me sentir mieux. Je veux dire vraiment, profondément, misérablement désolé pour ce que je t'ai fait, pour qui je suis devenu, pour chaque instant des 8 derniers mois où je l'ai choisi lui plutôt que toi et me suis dit que c'était normal parce que tu ne savais pas. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Michel et moi pouvons appeler ça de l'amour autant que nous voulons, mais l'amour ne vous fait pas trahir la personne qui a fait plus pour vous que n'importe qui d'autre au monde. L'amour ne vous fait pas mentir à votre sœur en face pendant qu'elle garde votre fille, vous prête de l'argent et se présente chaque fois que vous avez besoin d'elle. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. C'est de la cruauté. C'est moi qui te montre exactement qui je suis quand je pense que personne ne regarde. Je t'ai perdu. Je le sais. J'ai perdu maman aussi. Elle répond à mes appels maintenant, mais sa voix est différente, plus froide, comme si elle parlait à une étrangère au lieu de sa fille. Et peut-être que c'est ce que je mérite. Peut-être que je n'ai pas le droit de garder les gens que j'ai trahis. Michel et moi sommes toujours ensemble. Je ne sais pas si ça rend les choses meilleures ou pires. Certains jours, je pense que cela signifie que ce que nous avons est réel, que ça valait le coup. D'autres jours,
je le regarde et je me demande si j'ai détruit toute ma famille pour un homme qui finira par me faire ce qu'il t'a fait. Je suppose que je le découvrirai. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu répondes à cette lettre. Mais je veux que tu saches que je pense à toi tous les jours. Que je vois ton visage dans le sourire de Lise. Et je me déteste pour ce que je lui ai enlevé. La tante qu'il aimait, la famille qui était censée être entière. Elle demande de tes nouvelles, tu sais, elle demande quand ta Tinée va revenir. Je ne sais pas quoi lui dire. Peut-être qu'un jour, quand elle sera plus grande, je lui dirai la vérité. Que j'ai fait une terrible erreur. Que j'ai blessé quelqu'un qui ne méritait jamais d'être blessé. Que l'amour n'est pas une excuse pour la cruauté. Et que la famille n'est pas quelque chose que l'on détruit parce qu'on veut ce qui ne nous appartient pas. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu guéris. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aime comme tu mérites d'être aimé, complètement, honnêtement, sans secret. Tu as toujours été la meilleure des sœurs. Je suis désolé de ne pas l'avoir appréciée avant qu'il ne soit trop tard. Daniel. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée, l'ai remise dans l'enveloppe et l'ai placée dans un tiroir que j'ouvrais rarement. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je m'accrochais à la colère, bien qu'une partie de celle-ci restât enfouie profondément. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, bien qu'une partie de moi, la petite partie mesquine, tirât satisfaction de son regret. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais plus rien à dire. Daniel avait fait son choix. Elle avait choisi Michel, choisi l'adultère, choisi de détruire notre relation pour quelque chose qu'elle ne pouvait même pas nommer. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'il dure ou se sépare, qu'elle trouve le bonheur ou passe le reste de sa vie à se demander ce qu'elle avait jeté, ce n'était plus mon problème. Je l'avais libérée. Pas pardonnée, pas oubliée, mais libérée. Elle devrait porter son propre poids maintenant, et je porterai le mien. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. J'étais dans mon jardin un samedi matin, en train de planter des bulbes qui fleuriraient en été, quand j'ai entendu une voix depuis le trottoir. « Excusez-moi, est-ce bien la résidence Allard ?» J'ai levé les yeux, plissant les paupières contre le soleil. Un homme se tenait à ma clôture, grand, les tempes grisonnantes, avec des yeux bienveillants et un sourire légèrement nerveux. Il tenait une boîte en carton qui semblait contenir un jeune rosier. « C'est bien ici, ai-je dit, en me levant et en époussetant la terre de mes genoux. Puis-je vous aider ? Je m'appelle Jacques. Jacques Dubois. Je viens d'emménager 3 maisons plus loin. Il a fait un vague geste derrière lui. J'ai remarqué votre jardin en me promenant ce matin. Il est magnifique. Merci. Je me demandais, j'essaie de commencer mon propre jardin, mais je n'ai aucune idée de ce que je fais. Le gars de la pépinière m'a vendu ce rosier, mais je suis à peu près sûr que je vais le tuer en une semaine. Il a levé la boîte avec une expression désolée. Y a-t-il une chance que vous puissiez me donner quelques conseils ? J'ai regardé cet étranger, cet homme ordinaire avec de la terre sur ses chaussures et de l'espoir dans les yeux, ne demandant rien de plus que des conseils de jardinage à une voisine. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Je peux faire mieux que des conseils, me suis-je entendu dire. Je pourrais vous montrer, si vous voulez. Son visage s'est illuminé. Vraiment ? Ce serait incroyable. Je suis complètement nul. Tout le monde commence quelque part. J'ai enlevé mes gants de jardinage et me suis dirigé vers le portail. Je m'appelle René, au fait. Enchanté de vous rencontrer, René. Nous nous sommes serrés la main, sa poignée chaude, son sourire sincère, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La possibilité. Pas nécessairement la romance, pas la promesse d'une relation ou d'un avenir ou de quoi que ce soit de si défini. Juste la possibilité. La vérité simple et extraordinaire que la vie continue d'avancer, offrant de nouveaux moments, de nouvelles connexions, de nouvelles chances de devenir quelqu'un de différent. La trahison ne m'avait pas détruite. Elle m'avait changé. Et peut-être, juste peut-être, la femme que je devenais était meilleure que la femme que j'avais été. Si vous écoutez cette histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. La trahison n'est pas la fin. Je sais que ça en a l'air. Je sais qu'il y a des moments où la douleur est si écrasante que vous ne pouvez pas imaginer vous sentir à nouveau entier. Quand la personne en qui vous aviez le plus confiance au monde se révèle être un étranger. Quand la famille en laquelle vous croyez s'effondre en poussière à vos pieds. J'ai été là.
Je me suis tenu dans le placard de ma sœur, tenant la veste de mon mari, sentant mon monde entier s'effondrer. J'ai pleuré seul dans des chambres d'amis, j'ai assisté à des procédures de divorce et je me suis demandé si je ferais un jour à nouveau confiance à quelqu'un. Mais voici ce que j'ai appris. La trahison ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce qui vient après. Comment vous ramassez les morceaux? Comment vous reconstruisez? Comment vous choisissez, jour après jour, de continuer à avancer même quand avancer semble impossible? Ma sœur m'a pris mon mari. Mais elle n'a pas pu me prendre ma force. Elle n'a pas pu me prendre ma capacité à aimer, à faire confiance, à m'ouvrir à nouveau à la possibilité. Elle n'a pas pu me prendre la vie que j'ai construite depuis, les amitiés, le jardin, la paix tranquille que j'ai trouvée en ma propre compagnie. Elle a pris ce qu'elle a pris. Mais j'ai gardé ce qui comptait le plus, moi.